Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. La raison d'être de ce rapport étant d'identifier quel système électrique pour sortir des énergies fossiles et être neutre en carbone en 2050. Alors je vais commencer cette présentation par un petit quiz pour tester vos connaissances sur certains sujets comme le nucléaire, les énergies renouvelables, l'hydrogène, la faisabilité de certains scénarios, leurs coûts, leurs impacts, etc. Donc dans l'ensemble, des éléments dont le rapport RTE donnera des réponses. Et donc pour savoir, voilà, au début, actuellement, quels sont vos préjugés sur ces sujets-là, et puis on reprendra ce petit quiz à la fin pour voir si vous avez changé d'avis avec les nouveaux éléments apportés par cette étude. Donc après le quiz, on va passer au vif du sujet. Donc il y aura tout d'abord une première partie sur la méthodologie mise en œuvre pour construire cette étude. Il y aura une partie sur les scénarios de consommation retenus, une autre sur les scénarios de production étudiés. Il y aura ensuite une partie sur l'analyse de ces scénarios, et on finira par des conclusions. Sur le graphique de droite, on peut voir les objectifs de la France pour être neutre en carbone en 2050. Neutre en carbone, ça signifie pas qu'on n'émet plus aucune tonne de CO2, ça signifie qu'on en émet autant que ce que les puits de carbone sont capables d'absorber. Donc en 2050, l'objectif c'est de réduire nos émissions à environ 80 millions de tonnes par an et d'avoir des puits de carbone qui soient capables d'absorber 80 millions de tonnes par an. Donc ça c'est pour l'objectif 2050. Et on a un objectif intermédiaire avec l'Union européenne qui est de réduire de 55% nos émissions nettes par rapport à 1990 d'ici l'année 2030. Donc initialement, l'objectif était de réduire de 40% les émissions brutes. Il a été rehaussé à 55%, mais sur les émissions nettes. Les émissions nettes étant les émissions positives moins les émissions absorbées. Et donc la grande question, c'est de savoir comment faire pour suivre cette trajectoire de réduction des émissions. Allez, passons au quiz. Alors ce petit quiz se décompose en 10 questions dont vous n'aurez pas les réponses tout de suite, mais elles seront glissées ici et là à travers la présentation, et on reprendra tout ça à la fin avec les mêmes questions. Donc on verra si vous avez évolué dans vos idées. Alors tout d'abord, première question, la construction des scénarios par RTE est-elle biaisée? Ensuite, pour atteindre la neutralité carbone, la consommation d'électricité doit-elle diminuer ou augmenter? Est-il possible de maintenir 70% de nucléaire dans le mix électrique en 2050? Développer l'hydrogène est-il utile, nécessaire ou suffisant? Les scénarios 100% ENR ont-ils une empreinte carbone supérieure? Dans quelle mesure le réchauffement climatique menace-t-il la production nucléaire? Le développement des ENR menace-t-il la sécurité d'approvisionnement? Développer de nouveaux réacteurs nucléaires est-il pertinent économiquement? La consommation de matériaux est-elle un frein au développement des ENR? Et dernière question, quels scénarios semblent les plus fiables, les moins risqués? Alors je vais commencer par présenter la méthodologie qui a été employée pour réaliser cette étude. Alors cette étude a été commanditée initialement par Elisabeth Borne, qui était ministre de la Transition écologique et solidaire en 2019. Il y a eu un premier cadrage du gouvernement qui était de dire on veut élaborer des scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires et des scénarios sans nouveaux réacteurs nucléaires. S'en est suivi une phase de concertation sur les objectifs à garder pour cette étude et sur les hypothèses à utiliser pour ces scénarios. Et donc ça a permis d'avoir un premier cadrage. En 2021, donc en janvier, il y a eu un rapport publié conjointement par RTE et l'Agence internationale de l'énergie sur la faisabilité des mix à forte part d'énergie renouvelable. Donc ce rapport était un prérequis pour pouvoir réaliser l'étude d'RTE avec des mix 100% énergie renouvelable d'ici le milieu du siècle.
Donc suite à cette publication et au premier cadrage proposé, il y a eu une grande consultation publique qui a reçu plus de 4000 réponses. Suite à cette consultation qui a duré de janvier à juin, donc 6 mois, le cadrage a été repris, et donc en prenant en compte les retours de la consultation et de la concertation et de toutes les parties prenantes qui se sont exprimées. Et donc finalement, entre juin et octobre, l'étude a été finalisée et les principaux résultats ont été publiés donc en octobre. Et donc les principaux résultats qui font environ 650 pages que j'ai lus. Et on aura droit bien sûr à des résultats et des études complémentaires pour le premier trimestre 2022, donc bientôt. En particulier sur l'analyse croisée des scénarios de production et de consommation et sur des sujets comme la sobriété et l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de choses. Donc quand je parlais de processus de concertation renforcée, il était noté qu'il y a quand même eu 120 organisations qui ont été représentées dans cette phase de concertation, avec des groupes de travail et des réunions régulières. Et parmi ces organisations, il y avait un peu de tout. Il y avait des ONG, des organisations syndicales, des associations comme Negawatt, ou il y avait le Shift Project, il y avait l'EDF, les Voix du nucléaire, Sortir du nucléaire, et un paquet d'autres organismes dont les contributions sont accessibles en ligne. Alors une fois que le cadrage était bien finalisé, que tout le monde était d'accord sur ce qu'il fallait faire, il a fallu donc faire l'étude et donc pour ça modéliser le système électrique français et européen. Alors comment est-ce que RTE a fait? Déjà, il fallait se placer dans un cadre climatique différent d'aujourd'hui. Donc le climat de 2050 a été modélisé en prenant en compte des modèles Météo France basés sur des scénarios du GIEC. Et donc il y a plusieurs chroniques temporelles qui ont été simulées, c'est-à-dire une météo heure par heure entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc il y a 200 jeux de données comme ça qui ont été utilisés pour la météo. Il y a ensuite des besoins de données sur le mix de production. Donc il y a eu une modélisation fine à l'échelle européenne et avec une maille de l'ordre de 20 km. Donc voilà, tous les 20 km à travers l'Europe, on a une connaissance de mix de production disponible. Et donc ensuite, en couplant la météo et la consommation et la production un peu partout, on arrive à savoir si le système électrique qu'on a dimensionné permet d'atteindre une sécurité d'approvisionnement satisfaisante. Et si c'est pas le cas, ben voilà, on dimensionne un peu plus grand le mix de production. Et à la fin, RTE se débrouille pour que les 6 scénarios qu'ils ont dimensionnés aient la même sécurité d'approvisionnement, et donc une sécurité d'approvisionnement similaire à celle d'aujourd'hui. Alors passons aux hypothèses sur la consommation. Alors la stratégie française pour décarboner la société, elle porte un nom qui s'appelle la SNBC pour Stratégie nationale bas carbone. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui on consomme environ 1600 TWh d'énergie par an, donc en énergie finale. Et il y a une première étape qui est de consommer moins, donc avec de l'efficacité et potentiellement de la sobriété, pour réduire cette consommation à environ 930 TWh par an en 2050. Une deuxième approche complémentaire, c'est d'électrifier cette consommation d'énergie. Donc on voit qu'ici en 2050, la part de l'électricité dans l'énergie consommée est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Troisième élément, c'est d'utiliser la biomasse disponible. Donc ça va être la biomasse forestière ou agricole, donc voilà, du bois, de la matière organique. Et ensuite, voilà, il y a un enjeu sur les gaz verts aussi, là, ce qu'on peut voir en violet. Du gaz décarboné, soit du méthane, du biométhane par des méthaniseurs, soit de l'hydrogène. Et voilà, donc c'est ça la stratégie adoptée qui permet d'être souverain. Donc, toute l'énergie qu'on consomme est produite sur le territoire. On rejette les idées suivantes, à savoir la capture et stockage du carbone.
donc utiliser du gaz fossile et récupérer le CO2 de la cheminée pour le réenfouir sous terre. Et on se refuse aussi d'importer des combustibles verts en grande quantité, contrairement à certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique, qui reposent sur ça pour se décarboner. Alors, RTE a étudié plusieurs variantes sur les hypothèses de consommation. Le scénario de référence mise sur une consommation de l'ordre de 650 TWh par an en 2050, contre 470 aujourd'hui, donc ça fait quand même une augmentation d'un tiers. Et après, il y a plein de variantes qui ont été étudiées, dont une variante sobriété qui est très similaire au scénario négawatt au final, et une variante réindustrialisation où là on a accès à de l'énergie pour alimenter l'industrie. Et un certain nombre d'autres hypothèses ont été faites pour d'autres scénarios. Et donc, grosso modo, au final, on est dans une fourchette de 550 à 750 TWh par an pour 2050. Et dans tous les cas, même dans le scénario sobriété, la consommation d'électricité va augmenter. Et ça, c'est une certitude. Passons maintenant au scénario de production. Alors, RTE a dimensionné 6 scénarios de mix électrique pour 2050, dont 3 scénarios sans nouveau nucléaire. Ces scénarios, ils les ont appelés les scénarios M. On a M0 qui mise sur une sortie accélérée du nucléaire pour arriver à 100% ENR en 2050. On a M1 qui mise sur une sortie naturelle du nucléaire sans nouveau réacteur nucléaire, et donc une sortie nucléaire en 2060. Et la spécificité de M1 par rapport à M23, c'est que dans M1, on mise sur des énergies décentralisées. Donc avec beaucoup de petits projets, des panneaux solaires sur les toitures, etc. Contrairement à M23, qui est le 100% ENR en 2060, mais centralisé, donc avec des grands parcs éoliens, des grands parcs solaires, etc. Donc M23 sera plus économique et moins décentralisé. Et ensuite, RTE a évalué, a dimensionné 3 scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc le premier N1, ça consiste à construire 8 EPR d'ici 2050 pour avoir un quart de nucléaire dans le mix électrique. N2, on mise sur 14 EPR, donc un tiers de nucléaire dans le mix électrique, en prenant en compte bien sûr le nucléaire historique qui sera encore là en 2050. Et N03, c'est autant d'EPR que dans N2, mais on fait aussi des petits réacteurs nucléaires et on prolonge un peu plus les réacteurs existants, ce qui fait qu'au final, on aboutit à 50% de nucléaire dans le mix électrique. Alors, pour chaque scénario, RTE a calculé le rythme de développement nécessaire pour chaque filière d'énergie renouvelable. Donc si on commence par le photovoltaïque, on peut voir sur ce graphique le rythme de développement nécessaire selon le scénario. Et on peut comparer ça au rythme de développement historique des 10 dernières années en France et dans le reste de l'Europe, en particulier les pays les plus dynamiques sur le sujet. Donc typiquement pour le photovoltaïque, le pays qui installe le plus de puissance photovoltaïque ces 10 dernières années, c'est l'Allemagne, avec environ 4 gigawattheures par an supplémentaires, non, gigawatts par an supplémentaires, alors que dans le même temps, la France en était à environ 1 gigawatt par an. Et dans les scénarios avec beaucoup de nucléaire, les besoins, ce sera de l'ordre de 2 gigawatts par an supplémentaires, donc ce qui est raisonnable par rapport à ce qu'on a pu observer ces dernières décennies. Par contre, dans les scénarios M1 ou M0, eh bien, là, le rythme l'ajout de photovoltaïque, c'est autant que le record européen de l'Allemagne ou l'Italie qui a eu lieu en 2012 et 2011. Et donc en particulier, ça veut dire que il faut installer presque 2 fois plus de nouvelles capacités solaires chaque année que ce qui a été installé en Allemagne ces 10 dernières années. Donc ouais, c'est ambitieux. C'est faisable, mais ambitieux. Et on a le même type de résultats pour l'éolien terrestre et l'éolien en mer.
Donc sachant que pour l'éolien terrestre, RTE est resté assez prudent en tablant sur un rythme de développement similaire au rythme historique. Et pour l'éolien en mer, voilà, aujourd'hui on n'en a pas, ou enfin, on a une seule éolienne, et dans les scénarios M0 et M23, on mise vraiment sur de forts rythmes de développement, bien supérieurs à ce qui a eu lieu au Royaume-Uni ou en Allemagne ces 10 dernières années. Donc en conclusion, voilà, ces rythmes, même dans les scénarios 100% énergie renouvelable, ces rythmes sont certes ambitieux, mais ils sont pas irréalistes. Par contre, voilà, il y a quand même des enjeux de faisabilité et de crédibilité de ces rythmes de développement pour le photovoltaïque dans M1 et pour l'éolien en mer dans M23 et pour toutes les technos ENR dans M0. Alors pour ce qui est du parc nucléaire existant, les premiers réacteurs ont été construits assez rapidement, donc entre 1980 et 1990, on a l'essentiel du parc qui a été mis en service. Et ces réacteurs, ils étaient initialement garantis pour 40 ans. Et tous les 10 ans, l'autorité de sûreté nucléaire effectue une visite décennale des réacteurs et ils sont autorisés à fonctionner 10 ans de plus sous réserve d'effectuer un certain nombre de travaux de maintenance. Et au-delà de 40 ans, ils peuvent être prolongés à 50, voire 60, voire potentiellement plus. Mais les décisions sont prises au cas par cas. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que de manière inéluctable, à terme, tous les réacteurs actuels vont fermer. Et jusqu'en 2035, la trajectoire de fermeture est à peu près définie. Mais au-delà, eh ben, il faudra prendre des décisions. Est-ce que on les prolonge tous au maximum et finalement on va tous les fermer d'un coup quand ils arriveront en fin de vie en même temps? Est-ce que on les ferme tous de manière anticipée plutôt à 50 ans? Est-ce qu'on lisse la fermeture entre 50 et 60 ans? Donc là, les différents scénarios proposés par RTE prennent des hypothèses différentes sur ces trajectoires de fermeture. Donc M0 va plutôt fermer de manière anticipée, N03 plutôt retarder la fermeture, et les 4 autres avoir une trajectoire de fermeture lissée. Alors pour le nouveau nucléaire maintenant. Donc si on fait le parc historique, la décision de le construire a été prise en 1970 et 8 ans plus tard on avait les premiers réacteurs qui étaient mis en service et au bout d'une quinzaine d'années on avait la moitié du parc qui était déjà construit. Aujourd'hui, si on veut reconstruire du nucléaire, c'est beaucoup plus long. Les délais prévus, ce serait plutôt entre 12 et 14 ans entre la décision de construire des réacteurs qui a été prise par Emmanuel Macron il y a quelques mois et la mise en service des premiers réacteurs. Alors pourquoi et puis en plus, les réacteurs suivants, ils ne seraient pas enchaînés comme il y a eu dans les années 70, mais plutôt tous les 4-5 ans au début. Alors pourquoi c'est plus long aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une question de contexte industriel. Le pays était plus industrialisé il y a 50 ans, c'était plus facile pour faire des projets comme ça. Il y a la question de la complexité des réacteurs. Donc les EPR sont des réacteurs plus gros, plus complexes, plus sûrs, mais voilà, c'est plus complexe, donc c'est plus compliqué à mettre en place, ça prend plus de temps. Et il y a bien sûr tout ce qui est les procédures de concertation et d'autorisation pour que, voilà, avec les déclarations d'utilité publique, les concertations et compagnie. Ça prend plus de temps et on y va moins en mode imposition qu'il y a 50 ans. Et alors, où seront construits ces nouveaux réacteurs? Ce qui est proposé par EDF pour le projet Nouveau Nucléaire France, c'est d'avoir une première paire à Penly, donc en Normandie, une deuxième à Gravelines dans les Hauts-de-France et une troisième paire en Auvergne-Rhône-Alpes, soit à Tricastin, soit à Bugey. Alors le parc thermique maintenant. Alors, le parc thermique, c'est tout ce qui va être centrale au gaz, centrale au charbon et centrale au fioul. Donc les centrales à énergie fossile. Depuis 2016 et même depuis un petit moment, on est sur une trajectoire de fermeture des moyens les plus émetteurs, donc en particulier le charbon et le fioul.
et on a une stabilité sur la capacité installée en centrale à gaz. Ensuite, au-delà de 2030, les besoins en gaz dépendront vraiment du scénario choisi. Si on part sur un scénario avec beaucoup de nucléaire, donc N2 ou N3, on aura presque plus besoin de gaz, voire plus besoin du tout. Dans N03, on peut fermer toutes les centrales à gaz d'ici 2050. Par contre, si on part sur des scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable, en particulier voilà, tous les scénarios M, il y a besoin de développer beaucoup de centrales à gaz, donc ça veut dire doubler, voire tripler la capacité installée au gaz par rapport à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on consommera plus de gaz qu'aujourd'hui, donc au total en énergie on en consommera moins, mais en puissance on doit en avoir 3 fois plus pour être capable ponctuellement, quand il n'y a pas de vent, de produire beaucoup de gaz ponctuellement. Et donc l'idée c'est qu'en 2050, même dans les scénarios 100% renouvelables avec beaucoup de capacité au gaz, l'idée c'est que ces gaz utilisés soient décarbonés. Et donc c'est quoi les gaz décarbonés? Les gaz verts, il va y avoir l'hydrogène produit par de l'électricité décarbonée, il y a le biométhane, donc, qui est fait par des méthaniseurs, il y a le méthane de synthèse qui est du méthane fait à partir d'hydrogène décarboné, et il y a le gaz fossile avec capture et stockage du carbone, donc on récupère le CO2 dans la cheminée pour le réinjecter sous terre. Mais ça, on a dit qu'on misait pas dessus. Alors l'hydrogène maintenant. L'hydrogène, il y a 2 intérêts à le développer. Le premier, ça va être de décarboner certains usages énergétiques. Donc on peut utiliser l'hydrogène comme une énergie, donc pour faire avancer des camions, des trains, etc. On peut aussi utiliser l'hydrogène pour fabriquer des combustibles, comme de l'ammoniac ou autre, et donc avec ce combustible, faire voler des avions, faire avancer des bateaux. Donc voilà, tout ça, c'est les aspects énergétiques. Et après, il y a les aspects matériaux, donc utiliser l'hydrogène pour faire de la chimie avec. Donc par exemple pour faire des engrais, pour réduire les minerais de fer dans la sidérurgie. Donc voilà, ça c'est un usage. Enfin, aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène pour ça, mais cet hydrogène est fait de manière carbonée à partir de méthane. L'idée c'est déjà de décarboner cette utilisation d'hydrogène, et ensuite utiliser l'hydrogène pour décarboner ces autres usages qui aujourd'hui utilisent des énergies fossiles. Et deuxième intérêt de l'hydrogène, c'est le couplage entre le secteur gaz et le secteur électrique. Donc l'idée c'est de permettre du stockage en gros. Ça veut dire que quand on n'a pas assez d'électricité, on convertit l'hydrogène en électricité, et quand on a des marges sur la production électrique, on convertit l'électricité en hydrogène. Par contre, ça a un très mauvais rendement. De passer de l'électricité à hydrogène à électricité, c'est un rendement d'environ 30%. Donc c'est très mauvais, mais par contre ça peut être intéressant pour du stockage sur de longues périodes, typiquement entre l'été et l'hiver. Alors maintenant que les scénarios de consommation et de production sont bien définis, et qu'on sait comment on va modéliser tout le système, et on pourra regarder les résultats, c'est-à-dire les analyses de ces scénarios. Alors pour ce qui est des analyses des scénarios, je vais commencer par parler un peu de climat et de nucléaire, parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont loin d'être exactes sur le sujet. Donc pour des raisons de respect de la biodiversité, la température de rejet des autorefroidissements des centrales nucléaires, cette température de rejet ne doit pas dépasser un certain seuil, et la température des fleuves dans lesquels on rejette cette eau ne doit pas dépasser un certain seuil. Sinon les poissons ils vont avoir des problèmes. Et donc s'il fait trop chaud, donc en période de canicule, ou s'il n'y a pas assez de débit, en période de sécheresse, eh bien on doit limiter la production des réacteurs, voire arrêter certains réacteurs. Et donc ces arrêts, ça entraîne des pertes, ou du moins des indisponibilités. Et donc ces pertes, on connaît les ordres de grandeur depuis les 20 dernières années. Donc en gros, on est de l'ordre de 1 TWh par an. Mais parfois c'est plus et parfois c'est moins. Souvent c'est même presque zéro. Et donc RTE a estimé combien ce seraient ces ordres de grandeur à l'horizon 2050. Donc on a tracé pour ça ces courbes monotones. Donc on peut comparer les probabilités d'indisponibilité
pour le climat des années 2000 en bleu, pour le climat qu'on devrait avoir en 2050 en orange, et pour le climat maximum théorique qu'on puisse avoir en 2050 en gris. Donc au final, c'est plutôt celui qu'on aura vers 2100. Et ouais, donc les ordres de grandeur, en gros, dans le pire cas, on devrait doubler cette indisponibilité, c'est-à-dire que la pire année de la décennie, jusqu'à présent, si on perdait 2 TWh, et ben là, donc c'est ce qu'on a ici, hein. Et en 2050, ou en 2100, la pire année de la décennie, on perdra 4 TWh. Et le record du siècle, ça devrait être de l'ordre de 10 ou 12 TWh. Donc ça va changer, mais c'est pas significatif. Parce que voilà, en moyenne, si on est à 1 ou 2 TWh par an de perdu, c'est à peu près 1% du productible nucléaire. Et le maximum possible serait peut-être 10%. Donc ça c'est faible comparé aux pertes, enfin la disponibilité due à la maintenance. Donc là, pour la maintenance, aujourd'hui, on est plutôt lors de 25% du productible qui est indisponible pour des raisons de maintenance. Et selon les scénarios, en incluant donc ces indisponibilités climatiques, on resterait de l'ordre voilà, de 21 à 27%. Donc ça, c'est pas un problème significatif. Alors on va passer au nerf de la guerre, à savoir le coût, donc pour chaque scénario. Donc le coût complet d'un scénario, d'un système électrique, ça prend en compte à la fois le coût des énergies renouvelables, le coût du nucléaire, mais aussi le coût des flexibilités, donc tout ce qui est centrale à gaz, hein, qu'elles fonctionnent à l'hydrogène ou au gaz fossile, ça a un coût. Et il y a le coût du réseau de transport et le coût du réseau de distribution. Dans le scénario à forte part d'énergie renouvelable, il faut plus investir dans les réseaux, donc c'est un coût un peu plus cher. Et donc au final, en ordre de grandeur, ce coût représenterait de l'ordre de 60 milliards d'euros par an pour les scénarios avec beaucoup de nucléaire, et entre 70 et 80 milliards d'euros par an pour les scénarios 100% renouvelables. Donc c'est une différence significative, mais bon, c'est pas du simple au double non plus. Et donc, conclusion forte, c'est que les scénarios avec plus de nucléaire sont moins chers que les scénarios 100% renouvelables. Et l'ordre de grandeur, voilà, entre N2 et M23, l'ordre de grandeur, ça va être de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Donc en fait, c'est des scénarios qui ont la même trajectoire de fermeture des réacteurs existants. Et, en fait, dans N2, on lance un nouveau parc, alors que dans M23, on n'en lance pas. Donc construire de nouveaux EPR, ça permet de réduire le coût du système complet de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Mais voilà, il y a certaines incertitudes et il y a plein d'analyses de sensibilité qui ont été faites. Qu'est-ce qui se passe si les ENR sont moins chers que prévu, si le nucléaire est plus cher que prévu, si le nucléaire est aussi cher que Flamanville, tout ça. Et donc toutes ces variantes, ça fait que au final, la différence entre ces deux scénarios, bah, ça va être entre 0 et 16 milliards d'euros par an, avec en moyenne voilà, une dizaine. Donc c'est une conclusion forte que faire du nucléaire, ça réduit le coût du système. Et après sur la question de la sobriété, parce que tout ça, ces évaluations de coûts sont pour les trajectoires de référence pour la consommation. Et donc pour le scénario sobriété, les résultats économiques seront publiés au premier trimestre 2022. Et la conclusion qui a déjà été donnée, c'est que l'écart de coût entre les scénarios sera réduit, mais le classement restera le même. Alors, en termes de gaz à effet de serre, pour évaluer l'empreinte carbone d'une énergie, on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, donc ça prend en compte le cycle de la vie de la centrale électrique, à savoir l'extraction des matériaux pour construire la centrale, ou le combustible, la construction de la centrale, son utilisation, puis l'aval du combustible, à savoir la gestion des déchets, il y a bien sûr aussi la question du démantèlement. Donc tout ça pris en compte, ça fait le cycle de vie de la centrale électrique, et donc ça permet de calculer l'empreinte carbone de l'électricité. Donc cette empreinte carbone, c'est entre 6 et 1100 grammes de CO2 par kilowattheure,
selon la source. Et donc pour le charbon, ça va être plutôt de l'ordre de 1000, le gaz de l'ordre de 400, et le nucléaire, les énergies renouvelables, de l'ordre de la dizaine, voire de quelques dizaines. Donc voilà, l'énergie renouvelable et nucléaire, c'est vraiment bas carbone, alors que fossile, bah, c'est très carboné. Et il y a un rapport de l'ordre de 100 entre les deux, c'est énorme. Et alors, nos 6 scénarios de production électrique permettent de décarboner le mix électrique, qui est déjà très décarboné, hein. En gros, aujourd'hui, on est à 20 millions de tonnes par an, c'est 2% des émissions françaises, non 5%, pardon, et on devrait diviser par 10 les émissions. Et c'est pareil dans tous les scénarios. Donc tous les scénarios permettent d'atteindre la neutralité carbone, puisqu'ils ont été dimensionnés pour atteindre cette contrainte. Alors je vais aborder maintenant la notion d'empreinte carbone. Donc jusqu'à présent, voilà, on a évalué les émissions de CO2 sur le territoire à cause du mix électrique. Par contre, dans la société, quand on achète un ordinateur qui est fabriqué en Chine ou je ne sais trop où, eh bien, les émissions pour fabriquer l'ordinateur n'ont pas été incluses dans les émissions nationales qui sont dans le périmètre de la stratégie nationale de la carbone. Et donc si on prend en compte vraiment les émissions dont on est responsable, il faut penser en empreinte carbone. Et alors, le scénario de réindustrialisation, celui qui a la plus grande consommation d'électricité, permet une réindustrialisation, et donc on a un peu plus d'émissions sur le territoire, donc environ 8 millions de tonnes par an, mais on a beaucoup moins d'empreinte carbone, donc environ 25 millions de tonnes par an. Et donc au final, sur la trajectoire, entre aujourd'hui et 2050, faire une réindustrialisation, ça permet de réduire environ les émissions de 2 années des émissions actuelles. Donc c'est vraiment significatif. Donc il y a un fort enjeu à essayer de faire cette réindustrialisation qui entraîne une consommation d'électricité supplémentaire. Pour ce qui est des ressources, RTE donc, a évalué les enjeux sur plusieurs types, à la fois sur les batteries, sur les enjeux sur les terres rares, sur le lithium, sur le cobalt, le cuivre, et aussi voilà, le béton et l'acier. Et en fait, le gros enjeu, c'est pas sur les terres rares comme on entend souvent dans les médias. Sur les terres rares, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le seul enjeu, c'est une dépendance à la Chine, qui a une sorte de monopole sur le raffinage des terres rares. Mais voilà, le gros enjeu, c'est surtout sur le cuivre, avec l'électrification de la société, de l'économie à travers le monde. Bah, il va y avoir une plus grande consommation de cuivre, et ça risque de poser un problème, parce que la production de cuivre risque de ne pas suivre la de consommation. Et donc là, la consommation de cuivre, ben, elle est différente selon les scénarios de mix électrique. Les scénarios avec plus de nucléaire consomment moins de cuivre. Et elle est aussi différente selon le scénario de consommation. Le scénario avec plus de sobriété consomme moins de cuivre. Donc voilà, il y a un enjeu il faut prendre ça en compte. Passons aux conclusions maintenant. Alors, je vous ai remis ici le graphe des coûts, qui est quand même un résultat significatif de cette étude. Et j'ai mis un peu plus bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, un petit tableau récapitulatif des risques. Donc pour tous les enjeux identifiés, donc les enjeux de faisabilité, RTE a évalué pour chaque scénario si il y avait un risque important ou pas d'y arriver, enfin d'échouer plutôt. Typiquement, le premier, ça va être accélérer fortement le rythme de déploiement des ENR terrestres. Dans M1, c'est pas du tout gagné qu'on y arrive. Dans N03, il y a peu de risques qu'on n'y arrive pas. Et donc il y a un certain nombre d'enjeux comme ça. Il va y avoir le développement des énergies marines. Il y a les 4 limites les 4 enjeux qui avaient été identifiés dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie en janvier. Et il y a un certain nombre d'enjeux aussi sur le déploiement du nouveau nucléaire. Et donc, qu'est-ce qui est la conclusion d'RTE? C'est que pour les scénarios 100% renouvelables, en particulier M0, et pour les scénarios N03,
eh ben, il y a un grand nombre de prérequis techniques qui sont nécessaires et rien ne garantit qu'ils seront atteints. Ça veut dire que si on décide aujourd'hui de faire M0 ou si on décide aujourd'hui de faire N03, eh ben c'est pas gagné, c'est pas garanti qu'on y arrive. Donc la conclusion d'RTE, c'est que renoncer aujourd'hui au principe de diversification technologique, ça soulève un risque de non-atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ce qu'on a vu aussi sur les ressources, c'est que le scénario sobriété, ça va être consommer moins de ressources, qui est un enjeu, et ça permet d'éviter d'avoir des surprises, en particulier sur le cuivre. Et la réindustrialisation, c'est aussi un enjeu pour réduire l'empreinte carbone de la France, pour éviter de penser uniquement en termes d'émissions nationales. Et dernier élément, c'est que cette décarbonation de la société, c'est une opportunité pour réduire notre dépendance énergétique et aussi d'améliorer notre solde commercial, puisque la- ça a un certain coût, hein, de le pétrole et le gaz qu'on importe. Alors c'est le moment de revenir sur le quiz. J'ai remis sur la gauche les différentes questions auxquelles on avait réfléchi au début de cette présentation. Et donc maintenant, on va y répondre. Alors tout d'abord, première question, la construction des scénarios est-elle biaisée? Voici deux propositions, deux réponses. Est-ce que oui, parce que c'est partial et manipulé par le gouvernement? Ou est-ce que non, de gros efforts de concertation ont été faits sur les objectifs et les hypothèses à retenir? Bon alors sans surprise, question facile pour commencer, la réponse était bien évidemment non. De gros efforts de concertation ont bien été faits et il est assez critiquable d'affirmer que cette méthodologie employée soit biaisée. Alors, deuxième question. Pour atteindre la neutralité carbone, la consommation d'électricité doit-elle diminuer ou augmenter? Eh bien, il faut qu'elle augmente. C'est la consommation d'énergie qui doit diminuer, mais la consommation d'électricité doit augmenter. Troisième question. Est-il possible de maintenir 70% de nucléaire dans le mix électrique en 2050? Oui ou non? Eh bien non. Pour des raisons industrielles, il est impossible à la filière de nucléaire de construire assez vite des réacteurs pour maintenir 70% de nucléaire dans le mix en 2050. Quatrième question. Pour atteindre la neutralité carbone, développer la production d'hydrogène est-il contre-productif, utile, nécessaire ou suffisant? Eh bien la production d'hydrogène, c'est utile et c'est même nécessaire. Si on se refuse à produire de l'hydrogène, on n'arrivera pas à décarboner le système parce que tous les usages ne sont pas électrifiables. Cinquième question. L'empreinte carbone des scénarios M, c'est-à-dire les scénarios 100% ENR, est-elle supérieure à celle du mix actuel, inférieure à celle du mix actuel, supérieure à celle des scénarios N, c'est-à-dire ceux avec du nucléaire, ou équivalente à celle des scénarios N? Eh bien, les scénarios M ont une empreinte carbone inférieure au mix actuel, et cette empreinte carbone est équivalente à celle des scénarios N. Donc le choix des scénarios 100% ENR ou avec nouveau réacteur ne change pas l'atteinte de la neutralité carbone. Question numéro 6. Dans quelle mesure le réchauffement climatique menace-t-il la production nucléaire? Est-ce que la sûreté des centrales est un enjeu? Enfin, est en jeu, pardon. Est-ce que les réacteurs devront souvent être arrêtés et le nucléaire va même devenir intermittent? Est-ce que l'indisponibilité climatique du parc nucléaire va doubler, mais l'indisponibilité totale, en incluant la maintenance, va diminuer? Ou est-ce que le parc nucléaire ne sera pas impacté par le changement climatique? Eh bien en fait, l'indisponibilité climatique du parc nucléaire elle va augmenter, elle va environ doubler, mais si on prend en compte la maintenance, vu qu'on aura des réacteurs plus récents, eh ben, l'indisponibilité totale ne va pas augmenter, et elle va même diminuer dans les scénarios avec relance du réacteur nucléaire. Septième question. Le développement des ENR menace-t-il la sécurité d'approvisionnement?
Alors, deux propositions de réponse. Oui, les jours sans vent, les trains ne circuleront pas et les hôpitaux ne seront pas alimentés. Ou non, les scénarios proposés par RTE assurent tous la même sécurité d'approvisionnement qu'aujourd'hui, grâce à un mix de flexibilité bien dimensionné. Eh bien, la bonne réponse est la réponse non. Les scénarios proposés par RTE assurent la même sécurité d'approvisionnement qu'aujourd'hui, même avec un fort développement des énergies renouvelables. Et c'est grâce, bien sûr, à un dimensionnement approprié des moyens de flexibilité, en particulier les centrales à gaz vert, c'est-à-dire qui fonctionnent avec de l'hydrogène décarboné, lui-même produit à partir d'énergie renouvelable du coup dans ces scénarios. Question numéro 8. Développer de nouveaux réacteurs est-il pertinent économiquement? Alors, non, les ENR sont 2 fois moins chers que le nucléaire, ou alors les scénarios 100% ENR sont ni plus ni moins chers que les autres. Proposition suivante, oui, les scénarios 100% ENR sont 15 à 30% plus chers que ceux avec de nouveaux réacteurs. Et dernière proposition, oui, les scénarios 100% ENR sont 2 fois plus chers que ceux avec de nouveaux réacteurs. Eh bien, si on a bien suivi, la réponse, c'est oui, les scénarios 100% ENR sont plus chers que les scénarios avec nouveaux réacteurs, et la différence, c'est de l'ordre de 15 à 30%, soit 10 à 20 milliards d'euros par an. Avant-dernière question. La consommation de matériaux est-elle un frein au développement des ENR? Est-ce que oui, parce qu'il y a un gros enjeu sur les terres rares, ou alors parce qu'il y a un gros enjeu sur le cuivre, ou un gros enjeu sur le béton, ou est-ce que non, la question des matériaux n'est pas un sujet? Eh bien en fait, la bonne réponse est la réponse oui, il y a un gros enjeu sur le cuivre. Il y a peu d'enjeux sur les terres rares. Le principal enjeu sur les terres rares, c'est une maîtrise par la Chine de l'essentiel du raffinage et d'une bonne partie de la production des terres rares. Donc l'enjeu des terres rares, c'est surtout une question de souveraineté. Pour le cuivre, c'est vraiment une question de pénurie possible. Et alors, dernière question, quels scénarios semblent les plus fiables ou les moins risqués? C'est-à-dire, si on mise sur quel scénario on a le plus de chances d'arriver à atteindre la neutralité carbone en 2050, tout en assurant la sécurité d'approvisionnement. Alors, est-ce que c'est le scénario M0 avec 100% ENR en 2050? Est-ce que c'est les scénarios ENR décentralisés, non, ENR en 2060, donc M0, M1 ou M23? Est-ce que c'est les scénarios N1 ou N2, avec du nucléaire mais pas trop? Ou est-ce que c'est le scénario N03 qui permet d'avoir 50% de nucléaire en 2050? Eh bien, si on se rappelle de la matrice avec les petites cases rouges et blanches, le scénario le moins risqué, c'est plutôt les scénarios avec un peu mais pas trop de nucléaire. C'est-à-dire qu'on mise quand même sur un fort développement des énergies renouvelables et on ne part pas du principe qu'on arrivera à prolonger suffisamment les réacteurs existants, ni à lancer un certain nombre de parcs, de petits réacteurs nucléaires. Donc voilà pour le quiz. Donc à voir si vous avez changé d'avis depuis le début. Normalement, toutes les réponses et les justifications à ces 10 questions ont été présentées dans les slides précédentes. On arrive au terme de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Donc voici quelques ressources pour approfondir plus en détail certains sujets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle sera complétée par 12 autres, donc une par chapitre du rapport complet. Et probablement aussi par une ou plusieurs vidéos sur les résultats complémentaires qui seront publiés par RTE au premier trimestre 2022. D'ailleurs, à ce propos, le 16 février, des mises à jour ont été publiées pour chacun des 12 chapitres existants. Et aujourd'hui, il y a en fait 14 chapitres publiés. Et donc, je prendrai ça en compte dans les vidéos détaillées. C'était Barla Énergie Climat. Merci et à très bientôt.